Salut tout le monde, salut Catherine. Salut Pablo et salut à toutes et à tous. Petit débrief hebdomadaire, on va revenir sur plusieurs points. On anticipe un peu hein, là, aujourd'hui. Oui, on enregistre, on est jeudi après-midi. Ouais. Donc voilà. Demain on peut pas. Et donc, comme il se passe beaucoup de choses, notamment à toutes les heures, peut-être qu'il y aura un 49.3 qui va tomber entre le moment où on l'angoisse enregistre. de Pablo. Oui, voilà, entre le moment où on enregistre et le moment où on diffusera cette vidéo. Mais ça n'en demeurera pas moins pertinent, ce qu'on aura à dire, je pense. Qui se serre les tu pompes, vas adhérer au parti d'Attal. C'est ça, exactement. C'est le parti Génération des à FA. venir, c'est ça. Le parti des FA. Exactement. Alors, on va commencer par parler en parlant de Gabriel Attal, de ce socle commun. Alors, c'est comme ça que dans cette majorité très très relative qui est derrière le gouvernement actuel, c'est comme ça qu'ils appellent cette majorité relative, le socle commun. Donc, en gros, c'est une alliance qui va des LR jusqu'au MoDem, hein, théoriquement, en passant par notamment Ensemble pour la République, dans lequel il y a Renaissance, mais aussi les partisans d'Édouard Philippe, etc., etc. Alors, c'est un peu de plomb dans l'aile quand même, ce socle commun. Il n'y a plus grand-chose de commun. Alors, on l'a vu notamment au vote d'une vice-présidence de l'Assemblée nationale qui avait été laissée vacante par Anne Genetet, qui est devenue ministre de l'Éducation nationale. Parce que, bon, déjà, il y a eu une seule... Comment ? Elle est LR. Elle est LR, ouais. Oui, non, elle était LR. Enfin, elle est toujours LR, mais donc c'était une présidence qui une était vice-présidence qui était occupée par les LR. Exactement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le nouveau Front populaire avait fait, pour le coup, bloc derrière une candidature, Jérémy Yordanov. Et ensuite, vous aviez toute une série d'autres candidats. Il y avait bien sûr un candidat RN, il y avait une candidate LR, Virginie Duby-Muller, il y avait un candidat MoDem, et puis il y avait un candidat Lyotte. Et donc on se disait, mais pourquoi diable il y a un candidat MoDem et un candidat LR alors qu'ils sont censés faire corps derrière le même le ou la même candidate. Et ensuite il y a eu donc il y a plusieurs tours et les deux premiers tours sont à la majorité absolue. Il s'est rien passé. Et le troisième tour, qui est à la majorité relative, c'est-à-dire c'est le premier candidat qui arrive en tête, qui devient le vice-président, le candidat MoDem s'est retiré. Et donc là, on s'est dit, arithmétiquement, si les voix MoDem se reportent sur la candidate LR, c'est bon, elle est élue. Sauf que ce n'est pas ce qu'il s'est passé. Donc, c'est le candidat vert qui a été élu vice-président, montrant s'il fallait encore le démontrer, que le MoDem n'est pas tout à fait raccord avec les LR au point de ne pas s'accorder sur le fait qu'ils devaient conserver cette vice-présidence. Il s'est passé peu ou prou la même chose pour l'élection d'Aurélie Trouvé à la commission des affaires économiques. Hein. À nouveau, c'est des scissions à l'intérieur de ce socle commun qui ont fait que Aurélie Trouvé a été élue à la présidence des affaires économiques. Ça jure avec ce qui s'est passé au Sénat, où vous avez la présidente de la commission des lois qui a été élue hier. Donc elle est LR et de la frange assez dure de LR, exactement. C'était la rapporteure de la loi immigration au Sénat. Hein. Donc voilà, c'est pas piquer des hannetons ce qu'elle a dans le cerveau. Et cette dame, la sénatrice Jourda, elle a été élue, elle, quasiment à l'unanimité des voix de la majorité sénatoriale, y compris l'Union centriste. C'est-à-dire que Michel Barnier, en gros, n'arrive pas à avoir une cohésion au sein de son socle commun à l'Assemblée nationale. En revanche, au Sénat, il y arrive. Alors, il peut s'appuyer sur une dizaine de ministres sénateurs, qui étaient auparavant des sénateurs. Il peut s'appuyer sur Bruno Retailleau, qui a été longtemps sénateur, qui était chef du groupe LR au Sénat et qui connaît parfaitement cette haute cour, cette haute chambre, pardon. Donc, il a des arguments pour faire passer le Sénat. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant, mais moi, je pense que ça va être l'objectif de Michel Barnier, c'est-à-dire d'asseoir la légitimité de ses propositions gouvernementales, à commencer par le budget, sur le Sénat
et non pas sur l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que ça va passer comme une lettre à la poste, sa proposition de budget au Sénat. Ils vont tout accepter. De toute façon, j'ai déjà entendu, là, ils sont tous d'accord. Vraiment, c'est formidable ce budget qu'a proposé Michel Barnier, alors qu'à l'Assemblée nationale, on voit bien que le truc est complètement en train d'être transformé. Et après ça, Michel Barnier va dire, bah, vous voyez, les sénateurs, eux, j'ai été validé par une des deux chambres qui représente les territoires. Bon, bah, ça suffit pour donner une légitimité politique à mon projet de budget. Je sens que c'est ça va être ça son argumentaire principal. Ça va être sa porte de sortie. Ça va être sa porte de sortie, si tu veux. Oui, enfin, bon, si on veut se dire un petit peu qu'est-ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, c'est qu'on a la manifestation concrète du fait qu'il y a des gens qui sont associés au gouvernement sans jamais avoir discuté de projet et de programme. Ça avait été beaucoup dit, que Michel Barnier est un monsieur qui ne parle pas, qui reçoit, qui écoute, mais qui ne dit rien, et que donc les chefs de parti allaient voir Michel Barnier avant la formation du gouvernement sans avoir aucune idée de ce que Michel Barnier entendait faire en tant que Premier ministre. Donc en fait, ils sont là, ils sont associés au gouvernement sans avoir, en fait, sans s'être mis d'accord sur une plateforme. La plateforme qui avait été proposée par Wauquiez au mois de juillet n'avait pas été ratifiée par Ensemble pour la République et encore moins par le MoDem. Donc, on a tout ce joli monde qui s'est entre-déchiré pour obtenir plus de places, plus de ministres, etc., mais qui ne savent pas sur quoi ils sont d'accord. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense que éclate aussi... donc, il y a deux groupes qui sont quand même différents. Il y a ceux qui étaient de l'ancienne majorité, donc ce que tu as dit, Horizon, Modem et les macronistes, pur sucre. Et puis, il y a les LR. Ça, c'est une autre histoire, les LR. Et à l'intérieur du socle historique, je pense que le niveau de défiance explicite des modems à l'égard de ce qui se passe devient très puissant. Alors le MoDem, c'est quand même un parti, donc c'est le parti dirigé par François Bayrou, qui est un héritier d'un parti qui a longtemps été en alliance avec les socialistes, notamment pendant la 4e République, avec le MRP, et qui avait qui a comme socle idéologique, donc c'est des démocrates chrétiens de fondation, et qui avait comme socle de dire, bon, on ne peut pas faire alliance avec les gaullistes, qui à l'époque étaient limite assimilés à l'extrême droite. On ne peut pas faire alliance avec les communistes qui eux-mêmes avaient 23%, enfin qui faisaient 23%, les gaullistes en faisaient 25%. Enfin, bref, on était dans une situation finalement pas si éloignée de l'actuelle situation, avec deux groupes que l'on veut récuser, qu'on veut mettre hors de la République. Ça marche pas mon truc ? Si, mais voilà, j'ai t'as peur. Voilà. J'en profite. Hein. Je le double, oui, j'en profite. Donc, eux, leur fonds de commerce, enfin, je veux dire, historiquement, c'est l'alliance des raisonnables. C'est-à-dire, on s'allie, c'est centre-gauche, centre-droit, c'est on va rassembler tout ce cœur de la République française en écartant les extrêmes. Et ils sont vraiment sur cette position. Et donc, ils ne se retrouvent pas bien dans l'évolution qui est en train de se passer, c'est-à-dire en fait l'acceptation par Ensemble de ce glissement sur la droite qui est très loin de la promesse initiale d'Emmanuel Macron de 2016-2017 et de gauche et de droite. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde voit bien qu'il est et de droite, alors que le MoDem, mais vraiment son ADN, c'est pas une position tactique. Voilà, ce que je veux dire, c'est que le fond politique du MoDem, c'est allez, il faut qu'on se mette tous ensemble entre gens raisonnables pour trouver des solutions. Et donc là, ils s'y retrouvent pas. Et ils s'y retrouvent pas sur le fond, ils s'y retrouvent pas sur la forme, puisqu'ils ont fait valoir qu'ils sont un groupe qui est non négligeable à l'Assemblée nationale et qui n'ont ils n'ont pas un membre dans le bureau de l'Assemblée qui compte plus d'une trentaine de membres. Donc ils disent non mais ça va bien, qu'on pourrait peut-être avoir nous aussi notre place. Donc en fait ils ont été vraiment les dindons de la farce, on les a laissés. Donc ils ont voulu se faire un peu entendre en présentant leur candidat. Mais comme tu l'as rappelé, ce candidat n'est pas allé jusqu'à faire obstacle à l'élection en principe de la candidate LR, mais on voit bien que tous les députés, que ce soit du MoDem ou de Ensemble pour la République, n'ont pas l'intention d'apporter leur voix comme ça
au LR. Donc ça fait qu'on a eu une manifestation mathématique et éclatante de cette absence de cohésion, de cette non-volonté des uns et des autres de s'épauler, parce que c'était en fait, ils renvoyaient la monnaie de la pièce au coup qu'avait fait le LR en faisant élire Aurélie Trouvé à la place du candidat qui devait être élu, un candidat Ensemble pour la République macroniste. Donc tout ça, c'est de la tambouille dont on a à peu près rien à foutre, normalement, quand on est bien constitué. Mais là, en l'occurrence, ça nous est apparu comme étant, c'est tout à fait symptomatique du fait que c'est du bricolage, qu'il n'y a pas d'accord de fond, qu'il y a des rivalités, par ailleurs, des rivalités politiques pour la suite de l'histoire, et que donc ça ne fait pas du tout une unité, et que la gauche aurait fait mieux, quoi. Bah, franchement. Non, mais ça, c'est absolument certain. Et puis là, ils en font franchement assez la preuve dans tout ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale depuis le mois de juillet. La gauche. Ah oui, la gauche, ouais, c'était ils font la preuve, exactement. Enfin, ils sont unis, ils votent pour la même personne, etc. Bon, il y a quelques petites anicroches quand même. Jérôme Guedj, tout ça là, et Antoine et Arthur Delaporte, pas à la tête de la commission des lois. Ça va faire un peu ou des affaires sociales. Voilà, ça a posé quelques petits problèmes, mais sinon, effectivement, c'est assez clair. Sachant que moi, je rappelle toujours, sur cette histoire de Jérôme Guedj, Arthur Delaporte, j'ai additionné les voix de Jérôme Guedj et d'Arthur Delaporte, et ils étaient toujours une voix en dessous de la candidate de droite qui a gagné. Moi, j'aimerais revenir sur deux petites choses. La première, c'est que il y a aussi au sein du groupe LR, aussi des divergences en fait d'approche. Et c'est assez intéressant, notamment par exemple sur la question des gels des pensions de retraite. On en a parlé dans la newsletter, qui est gratuite, quotidienne et super. Vous pouvez vous y abonner. Donc il y a eu une proposition de la part du gouvernement, notamment de Laurent Saint-Martin, qui est le ministre des Comptes publics et du Budget, de geler les pensions de retraite pendant 6 mois pour faire un peu du bien à nos finances publiques. Super mauvaise idée. Eh bien, la gauche, bien sûr, est montée au créneau, mais Laurent Wauquiez, le patron du groupe LR à l'Assemblée nationale, est aussi monté au créneau, lui en focalisant sur les petites retraites. Il a dit, c'est pas possible, on peut pas geler ces retraites, etc. Il y a deux lectures il y a trois conclusions qu'on peut en tirer. La première, c'est que lui non plus, Laurent Wauquiez n'a pas l'intention de laisser Michel Barnier gouverner le pays tout seul, et lui d'être mis à l'écart sous prétexte qu'il serait président du groupe dont Michel Barnier est censé être le plus proche. Il a quand même, il a montré par là qu'il voulait faire entendre sa voix, et qu'il voulait compter, et que de facto, il a réussi, puisque Laurent Saint-Martin a dit oui, en fait, le ministre, il a dit oui, en fait, finalement, on va voir, etc. Enfin, donc ça a marché. La deuxième chose, c'est que c'est sur les raisons pour lesquelles il a fait cette proposition, Laurent Wauquiez. La première, c'est de dire, il a fait ça parce que c'est sa sociologie. En gros, c'est la sociologie de son électorat, c'est les gens de plus de 60 ans, et donc il essaye de les cajoler. Voilà. Ça, c'est la lecture de base, genre que j'ai entendu à la télévision et dans beaucoup de papiers d'analyse politique. Moi, je pense qu'il y a une deuxième raison qui est aussi très forte, c'est la question des dynamiques politiques qui sont à l'œuvre dans la société française et qui parfois sont plus importantes en fait que les jeux de parti. Enfin, je veux dire, ils ont effectivement des idéologies, ils ont des revendications qui fondent leur identité politique, mais il y a aussi des choses qui se passent dans la société, et notamment sur cette question des retraites. Il s'est passé la réforme des retraites il y a maintenant 2 ans. Là, on leur dit maintenant gel des pensions de retraite. En fait, non. En fait, dans la société, les gens sont là, genre stop. Et quand Laurent Wauquiez, qui est député, et qui est aussi, avant, qui était un élu local, c'était un grand élu local, il était président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais quand aussi les députés LR, ils sont dans la circonscription, ils vont faire les marchés, ils rencontrent les Français et les Françaises, ils se prennent ça dans le visage, en fait. Ils se prennent, là, vous foutez la gueule de qui, en fait? Déjà qu'on va travailler 2 ans de plus, en plus, vous allez nous geler notre pension dans un moment où on en a particulièrement besoin. Donc, il se passe ça dans la société, grâce, à mon sens, à la mobilisation sociale qu'il y a eu il y a 2 ans, et donc, nécessairement,
Laurent Wauquiez et quelques LR, ils se disent, on peut pas laisser passer ça. Même si c'est fondamentalement, je pense que s'il avait réfléchi tout seul dans sa cuisine ou avec ses potes LR, tu vois, il aurait dit, oui, très bien, on va jouer même pendant 1 an ou 2 ans. Tu vois, je veux dire, c'est pas son problème. Tu vois. C'est pas grand-chose, 15 € par mois. Oh, exactement, il aurait sûrement dit ça. Sauf que, voilà, il est aussi... j'allais dire, malgré le fait qu'il est de droite, il est aussi perméable à ces dynamiques de la société. Donc ça, c'était pour les LR. Deuxième chose, à mon avis, importante, c'est ce qui se passe aussi au sein d'Ensemble pour la République. C'est que là aussi, ça branle dans le manche. Hein. On en a parlé avec Gérald Darmanin et Gabriel Attal, qui genre sont là tout feu tout flamme à dire ouais, faut plus de réformes, ouais, non, faut pas trop taxer les riches, pas quoi. Enfin, tout d'un coup, ils ont plein d'idées pour sauver la France, tu vois, alors qu'ils ont fait n'importe quoi pendant 7 ans. Mais enfin, là, ils veulent aller plus loin, plus fort, je sais pas quoi. Et en tout cas, Barnier va pas dans le bon sens. Et même au sein donc de Ensemble pour la République et même de Renaissance, commence à y avoir à la fois, alors il y en a, tout à l'heure on se posait la question parce que Elisabeth Borne est candidate à la présidence de Renaissance et Gabriel Attal aussi. Et alors Gabriel Attal, on comprend très bien pourquoi, parce qu'il a envie d'être président de la République, donc il se dit c'est cool d'avoir un parti, tu vois, il se dit on va faire comme François Hollande, on va devenir premier secrétaire ou président du parti et hop, après on va devenir président de la République. Comme Nicolas Sarkozy. Ou comme Nicolas Sarkozy, exactement. Oui, si tu veux. C'est tu vois. Non mais j'imagine que lui dans sa tête il a plutôt François Hollande parce qu'il a fait la campagne. Hollande n'était pas premier secrétaire du PS au moment, c'était non, Martine c'est vrai que Aubry. c'était avant. Oui. C'était Martine Aubry qui était président. Oui. Non, mais par contre c'est Nicolas Sarkozy qui était le contre-héritier en fait. Tout à fait. Et pour Elisabeth Borne, on a un peu plus de mal à savoir exactement pourquoi est-ce qu'elle veut se présenter, si ce n'est son expérience à la présidence du parti, hein, son expérience notamment de première ministre. Voilà, moi j'ai un peu plus de mal. On se posait la question tout à l'heure, on n'a pas tellement de réponses. Peut-être que vous en avez plus que nous, mais en tout cas, on voit que à l'intérieur de ça. Et puis alors, il y a Édouard Philippe qui fait bande à part et lui est déjà parti sur la présidentielle 2027 parce que je pense qu'il anticipe que Emmanuel Macron ne va pas finir son deuxième quinquennat. Gérald Darmanin, lui, il a ses petites idées, il fait son petit bonhomme de chemin en essayant quand même de se rapprocher de la droite parce que c'est quand même de là d'où il vient, etc. Gabriel Attal, on se dit, lui, on pensait qu'il était parti pour essayer de reconstruire la social-démocratie. Enfin, c'est ce que beaucoup de gens avaient dit au départ, tu vois. Surtout quand il était monté au créneau pour défendre les droits et libertés des homosexuels et des femmes. On se dit, là, c'était un peu comme on dit... gros comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, tu vois. Mais j'étais là là très clairement il va essayer de remplacer Cazeneuve et Laurent Geoffrin dans la tête des quelques sociodémocrates perdus dans la politique. Mais en même temps maintenant il dit qu'il faut pas taxer les riches, surtout pas parce que c'est horrible. Donc on comprend pas trop où est-ce qu'il habite, mais enfin il a des ambitions présidentielles, ça c'est absolument certain. Donc il y a aussi plein de choses qui se passent à cet endroit-là et comme tu dis, moi je ne vois pas comment est-ce que ce Beans va réussir à tenir très longtemps, quoi. Enfin, je veux dire, là pour l'instant, il y a un socle commun d'apparence, mais parce que ils font comme si, quand même, bon an mal an, au gré des interviews, des tweets, etc. Parfois, ils se rendent un peu l'appareil. Enfin, ils disent oui, c'est bien, tu vois. Je vois les tweets des uns et des autres et quand même, ils valident. Ils font comme ils montrent qu'ils valident les propositions du gouvernement quand ils appartiennent à cette majorité relative, mais en fait ça va pas tenir. Enfin, je vois pas comment ça tient après Noël, hein. Et c'est même, je vais te dire, au-delà de la question du Rassemblement national qui pourrait voter la motion de censure. Enfin, je veux dire, il y a un problème politique qui est plus profond en fait que ce coup près de l'extrême droite. Je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que ce que je pense, c'est que l'autre, il a pensé triturer les résultats, faire des petits arrangements, etc. L'autre, c'est le président. Et en fait, il aboutit à rien du tout. Voilà, ce que je pense, c'est que l'enjeu aussi dans ce groupe-là, qui est quand même complexe, c'est que ils sont quand même beaucoup à espérer pouvoir être une solution pour la suite, parce qu'ils ne se résolvent pas à l'idée que ça soit Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, quoi, tu vois. Donc ils ont envie de pouvoir incarner une solution pour la suite, et en même temps, comme c'est quand même très déconsidéré d'être macroniste, ça va être difficile, je crois, de venir d'être candidat, d'être l'héritier. Donc tout le monde a intérêt à s'en démarquer. Wauquiez, il a vraiment intérêt à se démarquer aussi, de ne pas être comptable de la totalité. Tu as tout ce que tu as dit, je suis tout à fait d'accord.
Ce qui d'ailleurs n'est pas opposé au fait qu'il a des enjeux personnels de candidat à l'élection présidentielle et que donc il n'a pas envie de prendre une mesure, d'endosser une mesure qu'il sait très impopulaire. Voilà. Quant à Gabriel Attal, lui, comme tu dis, on ne sait pas jusqu'où il va aller pour passer la droite, passer par la droite, la République, n'importe quoi, les Républicains. Et on se disait juste avant qu'en politique, la haine, c'est aussi un puissant moteur, et que moi, je n'ai entendu que ça dans le discours policé de Madame Borne, qui s'est fait virer par Macron et qui a dit en gros que Gabriel Attal n'était qu'un homme de com, creux comme une calebasse. Dans l'interview qu'elle fait sur France Inter hier matin, c'était, elle était très très sévère. Elle n'a rien dit pour elle-même en dehors du fait qu'elle se réfère au macronisme de 2016-2017, donc de celui avant le glissement complet sur la droite, et qui est même marrant parce que c'est même celui d'avant qu'elle exerce elle-même la fonction de Premier ministre. Donc elle prétend revenir à cette équation d'origine sans, je pense, en tout cas à ce stade, imaginer pouvoir être candidate à l'élection présidentielle. Mais elle a envie de s'opposer à Gabriel Attal, qu'elle juge d'une totale médiocrité. Juste une toute petite anecdote, mais assez marrante. Hier, au détour d'un plateau télé, je rencontre, il y avait un ministre qui s'est adressé à moi et qui est plutôt... Enfin, non, il n'était pas ministre, un ancien ministre, pardon. Et je lui dis, il me dit à un moment, oui, de toute façon, il y a un problème dans ce gouvernement, il n'y a que 2 macronistes. Alors je lui dis, ah bon, bah, j'ai pas l'impression, enfin, il y en a plus que 2. Et là, il me dit, si, il n'y a que Sébastien Lecornu et Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères. Et donc, du coup, bah, je lui dis, bah non, bah, Antoine Armand, Anne Genetet. Il me dit, ah non, ça, c'est pas des macronistes. Genre... mais il dit, ah, c'est quoi enfin, et donc, il me dit, bah non, alors il y a les attalistes, il y a ceux qui sont... c'est-à-dire qu'il avait vraiment, alors que lui-même en est issu, de ces macronistes, il avait vraiment genre complètement dissocié ceux qui étaient proches de Macron et les autres qui avaient du coup d'autres allégeances et d'autres rapports en fait au président de la République. Ce que je trouve pas inintéressant, tu vois, pour comprendre un peu les logiques en fait qui sont à l'œuvre, c'est-à-dire que c'est aussi comme ça qu'ils se placent lorsqu'ils s'adressent les uns les autres. Ils savent, par exemple, là, Emmanuel Macron a pesté lors d'un sommet, lors d'un conseil des ministres, il avait parlé de la façon dont était né Israël, et il avait dit faut faire attention, je sais plus exactement la phrase, mais c'est l'ONU qui a créé Israël en gros, et ça avait fuité donc du coup via un ministre, puisqu'il n'y a que des ministres présents en conseil des ministres, et ça avait fuité, et a priori, donc c'est dans les médias qui disent que c'est Anne Genetet, donc qui est censée être une macroniste. C'est la ministre de l'Éducation nationale, et parce qu'elle est ataliste. Ou attalienne, enfin, elle est pro-Gabriel Attal, quoi. Ah, donc... Attal, c'est pas... d'accord, d'accord. Non, Attaliste. Oui, Attal. C'est Jacques Attali. C'est ça. Non, elle est je sais pas comment. Elle est pour Attal. Elle est pro-Gabriel Attal. Et donc, ce serait pour ça qu'elle a fait fuiter, pour porter préjudice au président de la République. Alors que moi, sur le papier, pour moi, elle est macroniste, tu vois. On est proche de toucher le fond, là. Oui, on est proche de toucher le fond. Non, mais il faut se mettre aussi que ce genre de petites bisbilles et de rapports hyper personnels à ce que c'est que la politique, aujourd'hui, à ce niveau-là de l'État, c'est aussi comme ça que ça se passe, hélas. Deuxième sujet. Mais comme à gauche, tout va bien. Mais à gauche, tout va bien. À gauche, on est genre... Mais on reviendra la semaine prochaine sur ce qui se passe à gauche. Mais là, on va un peu en parler. Ben si, on en parle là. Oui, on va en parler, oui, mais d'accord, mais c'est pas... Là, on va pas revenir sur notre petit bisbille à gauche, tu vois. On va parler de la question de l'abrogation de la réforme des retraites. Bah oui. Oui, c'est vrai qu'il y a des... Oui, mais là, c'est pas du même ordre. Enfin, pour le coup, je trouve que c'est une vraie question qui est posée. Enfin, oui, non, mais... C'est pas aussi ridicule qu'à droite. C'est pas ridicule, donc tout à fait. Donc, en gros, là, on est jeudi, la semaine prochaine, le 31 octobre, va être mise au vote plutôt dans l'hémicycle une proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites portée par le Rassemblement national dans le cadre de sa niche parlementaire, parce que c'est les premiers, parce qu'ils ont le plus de députés, c'est le premier groupe d'opposition. Bon,
le positionnement du nouveau Front populaire de la gauche sur ce sujet est ambivalent. Enfin, je veux dire, ils réfléchissent, quoi. Ils savent pas trop. Le seul parti qui, pour l'instant, a pris une direction claire, une décision claire, c'est le Parti socialiste qui a dit qu'elle ne voterait pas cette proposition parce que c'était une proposition du Rassemblement national et que ça créerait un précédent et qu'ils ne veulent pas être comptables de la création de ce précédent, même si ils s'opposent à la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Les autres partis on est allé un peu chercher comment ça se passait et regarder comment ça se passait. En gros, c'est 50-50, quoi. À la France Insoumise et au Parti communiste, ça débat. Tout le monde n'est pas d'accord. Il y a des gens qui ont pris des positions, par exemple Jean-Luc Mélenchon, même s'il n'est pas parlementaire, il n'est plus parlementaire. Il a fait une note de blog mercredi indiquant que il fallait pas voter cette loi cette proposition de loi parce que le RN c'était des menteurs et que on ne votait pas avec le Rassemblement national. C'était une arnaque. Et que c'était une arnaque, exactement. Alors ça c'est le grand argument effectivement des insoumis qui sont contre les insoumis qui sont contre voter cette loi, qui disent, vous voyez, si la niche parlementaire, admettons qu'on la vote et qu'elle passe l'Assemblée nationale, personne ne la reprendra au Sénat. Parce qu'au Sénat, l'extrême droite n'a pas de groupe parlementaire, donc n'a pas de possibilité de l'inscrire à son agenda, alors même que parce qu'il faut savoir qu'à la fin du mois de novembre, ce sera au tour de la France Insoumise d'avoir sa niche parlementaire, qu'ils proposeront eux alors l'abrogation de la réforme des retraites, et que eux, d'ores et déjà, les groupes de gauche au Sénat ont dit qu'ils reprendraient cette proposition de loi. Donc elle serait inscrite à l'agenda du Sénat. Donc elle pourrait poursuivre sa navette parlementaire. Donc ça, c'est sur ça que se base Jean-Luc Mélenchon pour dire tout ça, c'est de la foutaise. C'est une question compliquée. Nous, je veux pas trahir un secret, tu vois, mais nous, ça nous fait beaucoup réfléchir. On n'a pas eu, depuis un mois qu'on pense à cette question, on n'a pas eu toujours les mêmes avis, quoi. On a évolué. Moi, au départ, j'ai parlé pour moi. Au départ, je me disais, quand même, genre les gens, ils vont pas comprendre si on vote pas, si la gauche vote pas cette abrogation des retraites. On leur a dit que c'était la chose la plus importante au monde, que de ne pas travailler 2 ans de plus. On s'est mobilisés, on était 10 millions dans la rue, donc ce serait normal de la voter. Et puis après, à force d'en parler avec différentes personnes qui avaient des avis pas tout à fait, qui avaient des avis divergents, il y a cet argument que ça créerait un précédent. C'est-à-dire que une fois qu'on a voté une proposition de loi du RN, pourquoi pas voter certains de leurs amendements, pourquoi pas voter certaines d'autres de leurs propositions de loi qui pourraient aller dans notre sens, et puis à la fin, pourquoi pas voter aussi une motion de censure qu'ils déposeraient eux, et pas la gauche. C'est-à-dire que ça ouvre la possibilité à tout plein de choses parce qu'on considérerait que c'est plus important la cause ou l'objet en fait de l'amendement, de la proposition de loi ou je sais pas quoi, on considérait que c'est plus important que de lutter contre les fachos. Et ça, c'est quelque chose qui est, à mon avis, pas acceptable en fait. On ne peut pas dissocier la question sociale de la lutte contre l'extrême droite. Et là, l'extrême droite nous met un peu le nez dans le caca, c'est-à-dire genre nous dit faites un choix maintenant, choisissez. Ou bien c'est le social et les fachos, ou bien c'est que la lutte contre les fachos et vous abandonnez le social. Donc c'est compliqué, hein, comme moi je comprends que les gens réfléchissent. Ce que je déteste, c'est que certains et certaines signent des pétitions de principe, tu vois, en disant ceux qui ne votent pas la loi, vous êtes tous des traîtres, des bourgeois, ou des bourgeois, voilà, c'est ça, merci, et ou l'inverse, hein, si vous votez la loi, alors vous êtes allié avec l'extrême droite ou je sais pas quoi. Enfin, dans les deux cas, je pense que ce type de cas est notamment de la part des macronistes, mais c'est pas interne à la gauche, mais c'est ce que disent les macronistes. Si vous votez cette loi, alors c'est l'alliance
gauche extrême droite, quoi. Enfin, bref, que eux, ils n'arrêtent pas de fantasmer depuis maintenant des années, en fait, et qui, du coup, se concrétiserait, tu vois, aurait une valeur, quoi. Donc voilà, moi, je trouve ça complexe. Aujourd'hui, moi, de toute façon, je suis pas parlementaire, donc tant mieux. Vas-y, je vais pas dire, moi, ce que je voterais, le mec qui se la, dans le genre dans le genre qui se la pète. Genre, non, oui, moi, je suis comme toi, je me dis que c'est une question qui est vraiment compliquée. Quand on est élu, on doit se positionner, que nous, on a le loisir de ne pas se positionner, peut-être même, en tout cas de changer d'avis, mais comme eux d'ailleurs. Hein, comme ce que tu dis, c'est vrai pour nous, mais c'est vrai pour les députés avec lesquels on parle, qui sont hésitants et qui probablement le sont encore aujourd'hui, même si c'est en train, à mon avis, de se décanter. Bon, et puis dans notre entourage, enfin moi, les gens avec qui je parle, qui comptent, dont la vie compte dans la durée, c'est-à-dire je trouve qu'en général, ils disent pas trop de conneries, donc quand je prends leur avis, ce qu'ils me disent, ça m'influence, c'est évident. Et donc j'ai été assez aussi hésitante. Et j'ai même au départ, comme toi, plutôt pensé que c'était impensable de ne pas la voter tellement c'est trop dur pour les gens et que donc ça serait incompréhensible. Donc d'une part, ce que je pense, c'est que on n'est pas dans cette situation puisqu'il y a la possibilité un mois après de revenir avec la proposition de loi insoumise. Et que donc cette proposition, elle va permettre que l'abrogation puisse avoir lieu si Dieu lui prête vie, ce qui n'est pas encore fait. Mais bon, en tout cas, elle peut être votée et ensuite passer au Sénat et donc être adoptée. Ça, c'est la première chose. Il y a donc une solution. On n'abandonne pas les gens dans un combat dont je pense que personne ne peut croire un instant qu'il y ait un député de gauche qui ne soit pas attaché à l'abrogation de cette réforme. La deuxième chose, après, c'est des petites choses qui sont un peu des cailloux dans notre chaussure. On fait reproche au Rassemblement national de ne pas avoir été présent dans les manifestations. Je trouve que c'est pas un bon argument parce qu'on ne voulait pas qu'ils viennent dans les manifestations. Ça leur a été explicitement dit. On ne voulait pas du Rassemblement national dans ces manifs pour les retraites. Donc pour moi, ce n'est pas un argument qui peut être employé. Enfin, moi, j'aime bien quand même qu'on soit un peu carré sur les arguments. Deuxième argument qui est opposé au Front National. Non, pardon, ça c'est le Front National qui nous oppose un argument et je crois qu'il est une vraie question, c'est la proposition du Rassemblement National et l'abrogation, le retour à l'âge de départ à 62 ans. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'ils mettent, et d'ailleurs c'est l'intitulé de leur proposition, c'est-à-dire c'est portant abrogation des réformes des retraites. C'est-à-dire qu'ils ont dans le viseur et la réforme Macron et la réforme Hollande-Touraine, qui, vous savez, avait fait nécessite de plus en plus de trimestres au fil des années pour pouvoir avoir droit à une retraite à taux plein. Ce que je trouvais ignominieux et qui n'a pas été remis en cause, notamment par le Parti socialiste, donc par le NFP et avant la NUPES. C'est-à-dire que on a demandé l'abrogation de la réforme des retraites Macron et on n'ose pas aller jusqu'à ce qui, à mon avis, est le fond de l'affaire, c'est-à-dire c'est combien de trimestres tu dois cotiser pour avoir droit à ta retraite. Et la réforme de Marisol Touraine, pendant le quinquennat de François Hollande, était une réforme qui allongeait le nombre de trimestres et qui donc de fait conduisait à un départ retardé ou alors à des retraites plus faibles. Donc moi je trouve que là ils nous mettent ils appuient là où ça fait mal, c'est-à-dire que ils nous mettent devant une contradiction au sein de la NUPES d'une part, ou du Nouveau Front Populaire. Et donc, c'est pas sympa, mais au moins, si on doit servir à quelque chose, regarde, c'est de pouvoir dire ce genre de trucs. Il faut que la gauche travaille sur les retraites, mais vraiment quoi. Jean-Luc Mélenchon, dans sa note de blog, dit quelque chose de très juste. Il dit, c'est une blague, les propositions de financement qu'avance le Rassemblement national. Vous savez qu'on ne peut pas faire une proposition de loi qui ne soit pas, si elle engage de nouvelles dépenses, il faut qu'elle soit financée. Et donc ce qu'ils annoncent, le Rassemblement national, c'est deux types de financement. C'est un financement sur les transactions financières et une hausse des taxes sur le tabac.
Et ils appellent l'État, le gouvernement, à trouver d'autres financements ou un truc dans le genre. Et Mélenchon dit c'est pas sérieux ce qu'il propose. Et donc en fait, ce qu'ils vont faire, c'est laisser à Barnier, si c'était leur proposition qui était adoptée, ils vont laisser à Barnier le soin de trouver un financement qui remettrait en cause le système par répartition au bénéfice d'une retraite par capitalisation, ce qui est le grand projet de la droite, comme on le sait. Donc je pense que Mélenchon a parfaitement raison de dire qu'il y a une question de financement de la retraite, il y a une question de droit, il y a une question d'âge de départ à la retraite, d'années de cotisation et de montant et de type de mode de retraite. Et on s'est battu sur la retraite contre la réforme Macron. Je ne sais pas que nous ayons beaucoup avancé sur un projet véritablement alternatif, partagé par le Nouveau Front Populaire. Il n'y a pas de solution, au moins sans que nous soyons d'accord, toutes les forces de gauche et les syndicats, sur ce sujet. Ouais. Et les forces de gauche ne sont pas d'accord, mais les syndicats ne sont pas non plus très d'accord entre eux. Ouais. Je veux dire, enfin, la CGT et la CFDT. Oui, la CFDT, elle a soutenu la réforme Touraine aussi. Ouais. Enfin, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une... Et la réforme par capitalisation, dans un premier temps, Laurent Berger était d'accord avec ça. Hein. Non, la réforme par point. Par point, pardon, t'as raison. Pas par capitalisation. Non, la réforme à point, qui revient un peu à des histoires un peu dialogue. Donc, ce que je veux dire, c'est que cette question de qu'est-ce qu'on fait comme système de retraite, on n'avance pas. Et si on n'avance pas, alors on ne peut pas convaincre. Et moi, ce que je crois, c'est que là, en ce moment, ce qui est très intéressant dans ce qui se passe comme débat à l'Assemblée nationale, c'est que le débat que nous n'avons pas eu lors de l'élection présidentielle de 2022, puisque Emmanuel Macron l'a squeezé, le débat que nous n'avons pas eu lors de l'élection législative, parce que c'est une blague, cette élection législative en 3 semaines au mois de juin, enfin n'importe quoi, il est en train d'avoir lieu, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des logiques qui s'affrontent, c'est un débat en fait profondément politique autour d'un texte relativement technique. On voit bien que le bilan d'Emmanuel Macron de sa politique de l'offre est quand même pas mal battu en brèche par les uns et par les autres, qu'il y a une proposition Rassemblement National et qu'il doit y avoir une proposition de la gauche et que cette proposition, elle ne peut pas rester dans l'entre-deux, quoi. Parce que sans ça, on essaie de trouver des arguties pour battre le Rassemblement National. Il faut battre le Rassemblement National sur le fond de son projet politique, qui est un projet autoritaire, qui est un projet régressif et qui est un projet dans lequel il n'y a pas d'épanouissement des individus dans leur diversité, donc qui est contre-moderne. Mais il faut qu'on soit capable aussi de l'incarner dans des propositions qu'on partage, quoi. Et ça, pour l'instant, le travail n'est pas fait. 2 petites choses. La première sur les syndicats. Tu as juste rappelé que dans ceux qui appellent les parlementaires à ne pas voter la niche RN d'abrogation de la réforme des retraites, il y a les syndicats. Qui sont farouchement contre et qui ont demandé aux parlementaires de ne pas la voter. Tous ensemble. Exactement. Unanime, Là, c'est unanime. Et ça, c'est un point, parce que c'est à nos amis là, qui traitent ceux qui ne veulent pas voter cette niche parlementaire, qui les traitent de bourgeois et de je sais pas quoi. Alors, c'est intéressant parce que c'est les mêmes qui conchient en permanence les syndicats et qui disent que les syndicats servent à rien, etc. Je voudrais juste leur rappeler que les syndicats, voilà, c'est des bureaucrates qui sont complètement à côté de la plaque, qui sont plus en lien avec le travail, qui veulent pas appeler à la grève générale, etc. Bon. Alors que eux, là, assis dans leur fauteuil d'intellectuels de je sais pas quoi, genre, bien sûr que eux, ils peuvent déclencher une grève générale en faisant des pétitions et des tribunes, mais enfin... Bon. Non, mais parce que c'est profondément énervant, mais... Et je voudrais te dire un truc qui est quand même important, c'est que il y a souvent un positionnement alors de certaines personnes à l'intérieur de partis politiques, mais aussi de gauchistes intellectuels, etc., de recherche de pureté et de dire, tu vois, genre la lutte sociale, c'est quelque chose de pur et d'ailleurs nous on est là-dedans et alors même que les syndicats, et c'est là que c'est intéressant, c'est que eux ils sont aux prises à l'intérieur même de leur syndicat. Avec l'extrême droite. À la CFDT et à la CGT, il y a
environ 20% des adhérents de la CGT et de la CFDT qui votent à l'extrême droite. Et ça, que ça soit la patronne de la CFDT ou la patronne de la CGT, elles le savent. Et c'est pour ça en fait qu'elles demandent aux parlementaires de ne pas céder, de ne rien céder à l'extrême droite, parce que eux ils se trimballent. Voilà, et oui, la CFDT et la CGT, c'est pas des espaces purs, c'est pas des gauchistes parfaits qui ont lu tout Marx et qui voteraient correctement. Arrête ton anti-intellectualisme. Non, c'est pas de l'anti-intellectualisme. Non, pas du tout. C'est certains intellectuels. Il y a des intellectuels à la CGT et il y a des intellectuels qui travaillent aussi. Hein, enfin. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est sur le problème du match retour dans la niche LFI à la fin du mois de novembre, c'est que il y a quand même de petites chances pour que le Rassemblement national dise vous n'avez pas voulu voter la nôtre, donc je vois pas pourquoi on voterait la vôtre. Tu vois. Et genre, et j'avoue que bon, c'est un peu du tchet, tu vois, mais c'est vrai que ce serait pas non plus totalement anormal que voilà, les députés RN, on peut se poser la question de savoir si les députés RN voteraient la niche insoumise d'abrogation de la réforme des retraites. Voilà, ça c'est juste. Moi, je pense qu'ils peuvent le faire parce que c'est ce qu'ils commencent déjà à dire qu'ils feront. Ils commencent déjà à le laisser entrevoir. En disant en gros, ça sera aussi grâce à nous, parce que sans nous, ça ne serait pas passé. C'est vrai. Voilà, c'est vrai. Donc, ils ont toujours un moyen de s'en sortir, c'est insupportable. Voilà. Non, mais ça veut dire qu'il n'y a pas on peut pas contourner. Je veux dire, on ne peut battre le RN. Je voulais rajouter un tout petit truc sur cette histoire parce que quand même, dans les gens avec qui que j'ai interrogé, il y a eu Elsa Fossillon, qui est la députée communiste de Gennevilliers, qui j'ai demandé son avis, et elle m'a fait une réponse qui m'a un peu calée aussi. Elle m'a dit, moi, en juillet, les gens de ma circonscription, il y en avait qui avaient la boule au ventre, qui avaient peur de l'arrivée du Front National. Donc il faut quand même comprendre ce que c'est que l'enjeu de faciliter, d'une manière ou d'une autre, par la banalisation, par la légitimation, par le fait qu'on leur octroierait des gages de sincérité sur la vie des milieux populaires, tout ça peut se payer de leur accession au pouvoir, et que donc c'est un enjeu considérable. Donc on ne peut pas, et j'ai trouvé que voilà son argument qui ramène les choses à leur juste proportion. Le fascisme est une chose qui détruit des vies, qui nous étouffera tous et qui menace les États-Unis, d'ailleurs entre parenthèses, et que donc on ne peut pas relativiser ce combat-là. La question des retraites, c'est certain que les gens souffrent profondément, qu'il va falloir trouver les moyens de gagner, par exemple par la niche LFI, mais qu'en tout cas, il n'y a pas de relativisation possible du combat antifasciste, ce qui a été le socle de l'unité en 1934 et ce mois de juin. Qui c'est qui en parle, qui dit la semaine sainte? C'est Fossel dans son bouquin. Il parle de et Étienne Ollion. Voilà, les tranches des fêtes que tu reçois demain. Exactement, que je reçois Étienne Ollion demain. Voilà. Et ils ont fait un livre sur le Front National, un livre très intéressant. Et dedans, ils parlent de cette semaine extraordinaire, épique, comme la semaine sainte de Napoléon, et de cette semaine qui a fait que le peuple de gauche s'est levé, et pas que de gauche, un peuple républicain s'est levé à empêcher l'accession au pouvoir de l'extrême droite. Dernier point très court sur Karim Bouamrane. Là, on va revenir sur quelque chose en fait qui nous a profondément choqué, Catherine et moi, mais tout le monde à regard. C'est les insultes dont est victime. Il n'y a pas d'autre mot. Karim Bouamrane, donc le maire de Saint-Ouen, qui a fait plusieurs sorties médiatiques ces derniers temps, y compris un meeting pour lancer un mouvement au sein du Parti socialiste et au-delà, à Saint-Ouen. Bon,
À vrai dire, il ne s'agit pas aujourd'hui de revenir sur le fond de ce que propose Karim Bouamrane, de savoir si on n'est pas d'accord, si on est d'accord ou pas. Voilà, il essaye de reconstruire la social-démocratie comme beaucoup d'autres. Parfois, il y a des mots un peu verts qu'on peut estimer voilà, trop verts à l'égard des insoumis notamment. Mais nous, on voulait revenir sur la campagne de dénigrement dont il est la cible, sur le fait... Alors, il y a Pascal Boniface, et ça beaucoup de gens en ont parlé, qui est le directeur de l'IRIS, qui a parlé de Karim Bouamrane en disant que c'était un musulman d'apparence, donc un musulman d'apparence, et sous-entendant d'opérette, voilà, d'opérette, mais qui ferait aussi arabe de service, hein, c'est le musulman de service, quoi, de ces messieurs-dames des médias mainstream. C'est ça qu'il sous-entendait. Il est revenu sur ses propos en disant qu'il avait été mal compris, etc., mais le mal a été fait dans la mesure où c'est énormément repris sur les réseaux sociaux, et je vois, et beaucoup de gens de gauche notamment, partagent des attaques où on voit Karim Bouamrane en gros dans des caricatures en fait d'arabes de service, tu vois, reniant ça soi-disant, je sais même pas s'il est musulman, hein, enfin, mais reniant ça soi-disant son rapport à l'islam, reniant le fait que ben il est arabe et qu'il s'appelle Karim, genre, mais c'est d'une violence qui, à mon sens, n'a absolument pas, ne doit pas avoir voix au chapitre lorsqu'on s'oppose politiquement, et ça pour le coup c'est tout à fait légitime, hein, de ne pas être d'accord avec les propositions de Karim Bouamrane qui fait pour la gauche, hein, parce que c'est ça qu'il essaye de faire, hein. Lui aussi à mon avis il se voit candidat pour 2027, et c'est tout à fait légitime lorsqu'on appartient à un autre endroit de la gauche de dire bah non, Karim Bouamrane il a tort sur tel point, mais par contre les attaques racistes en fait à son encontre, j'ai pas d'autres mots, enfin qui le réduisent en fait à son identité fantasmée de musulmane ou à son identité d'arabe, sont vraiment mais insupportables à lire, et ceux qui les colportent devraient avoir honte de les colporter. Oui, en fait, pour être très très clair, c'est qu'on lui demande de se conformer à ce que c'est qu'un bon musulman. C'est que si, quand on lui dit salam alaikum, il répond bonjour, il est traître. Bah, voilà, ça c'est franchement, mais c'est abject. En général, c'est aux femmes qu'on fait ce genre de reproches, hein, de ne pas mettre le voile. Là, on le fait à un homme qui, en effet, comme tu dis, est engagé dans un combat politique qu'on peut tout à fait contester. Par contre, on ne peut pas l'assigner à une prétendue religion. Personne ne sait s'il croit ou s'il ne croit pas. Et on ne peut pas lui demander de se conformer à cela. C'est franchement tout à fait choquant et très insupportable. Mais encore une fois, on peut par contre y aller sur son projet politique, hein, parce que là pour le coup il y a plein de choses à dire, et sûrement on y reviendra, parce que je pense qu'il n'a pas l'intention de s'arrêter là. Sur ce, à la semaine prochaine, ciao ciao.